Bienvenue au Polysécure, un épisode peut-être un peu plus technique. Je suis avec Ingrid. Bonjour. Oui, et qui va, on va traiter un peu du RGPD parce que ça a un impact très important dans l'ensemble européen au niveau de la protection de la donnée. Et en tout cas, ma perception nord-américaine, c'est que ça n'a peut-être pas nécessairement les effets qui ont été voulus lors de l'adoption de cette loi-là qui devait, semblerait, régler tous les maux. Et puisque au Québec, on est dans un contexte avec le projet de loi 64 qui va amener un équivalent RGPD au niveau en sol québécois, du moins si c'est pas canadien, qui, pour certains, c'est comme l'élément clé qui va nous amener à une révolution et une protection parfaite des données par les entreprises privées. De mon regard, ce que je vois en Europe, je suis pas convaincu. Et j'aimerais ça t'entendre, Ingrid, sur ce sujet-là, étant donné ton énorme expérience comme juriste. Alors oui, alors il faut savoir que le règlement européen, du fait de sa nature, c'est un texte qui est d'application directe dans tous les droits nationaux. Donc il n'y a pas besoin de transposition nationale. Et ça veut dire que quand il est rentré en vigueur le 25 mai 2018, il fallait l'appliquer. Alors il y en a qui ont découvert beaucoup de choses en 2018, mais il faut savoir que le règlement européen a été publié en 2016, en avril 2016. Donc, les entreprises avaient quand même 2 ans pour se préparer et être conformes. Sachant que, à l'heure actuelle, on a encore des entreprises qui sont pas conformes au RGPD, mais qu'on a surtout encore des mises sur le marché de solutions non conformes au RGPD et des sites internet non conformes. Donc, c'est là où se posent les difficultés. C'est que finalement, il y a une incompréhension sur ce qu'a voulu le RGPD parce que il y a eu une levée de bouclier. Donc, il y a eu beaucoup de rébellions face à ce règlement qui, lui, est pourtant super simple parce que lui, il demande de la transparence, il demande de l'éducation des particuliers et de l'individu en tant qu'utilisateur pour qu'il puisse garder son libre arbitre sur ce qu'on fait de ces données et qui garde un esprit critique. Donc on doit le former, on doit le sensibiliser, il y a des obligations sur ce sujet, on doit l'informer pour que justement il puisse décider en conscience, parce que l'information aussi, alors c'est pas un langage de technicien où on emploie plein de termes pour noyer le poisson. Il faut s'adapter à son interlocuteur mineur, son interlocuteur adulte, son interlocuteur dans la santé, si c'est quelqu'un qui peut avoir des capacités cognitives réduites, on lui explique. Si c'est quelqu'un qui est âgé et qui est éloigné du numérique, il doit comprendre. Et donc, c'est à celui qui apporte la solution ou qui vend la solution de s'adapter et d'expliquer. Et c'est là qu'en fait, il y a un beau festival et un folklore d'explications et d'informations. Donc là aussi, on a des capacités d'innovation pour dire qu'on est conforme, mais pas du tout. Donc et au final, on nous dit non, mais de toute façon, comme ils sont pas capables de comprendre, on s'emmerde pas, on leur dit rien et on fait. Alors voilà l'état des lieux actuellement. Et on leur dit rien et on fait, ça plaît pas trop à la CNIL. Mais le problème, c'est quand on a aussi nos pouvoirs publics qui disent c'est pas grave, on fait quand même. Et qui ont, ça on l'a bien vu avec la crise Covid, qui vont nous dire qu'il y a un motif de santé publique et que c'est dans le cadre de l'intérêt collectif qu'en fait on va collecter et on va faire des trucs bien dégueulasses. Et la CNIL a dit non. Et ça, on va dire qu'au niveau de l'Europe, toutes les autorités de contrôle se sont bien associées et on va dire que de travailler à l'échelle européenne, ça par contre c'est super intéressant parce qu'elles s'harmonisent. Par rapport à l'évolution des technologies, puisque là la recherche avec la crise Covid, il y a eu beaucoup de recherches et de choses qui ont été développées avec des données médicales. Là aussi, elles se sont harmonisées et elles ont sorti des recommandations, elles ont refait de la sensibilisation. Donc pour le moment, on va dire que nos autorités de contrôle sont encore dans la pédagogie, elles commencent à sanctionner. Mais elles sanctionnent quand c'est grossier et qu'il y a vraiment eu un abus sur la protection des données et la protection de la vie privée.
Et sinon, elles sont encore vraiment dans la pédagogie. Et quand on me dit c'est les petits qui trinquent et les gros sont couverts, en matière de RGPD, les gros ramassent, les petits ramassent aussi. Mais on va dire que on a vu des publications et des articles avec des entreprises qui disent le RGPD m'a tué. La CNIL a juste rappelé que la personne, elle avait eu 2 courriers de mise en demeure de se mettre en conformité. Et il faut savoir que quand la CNIL fait un contrôle et qu'elle fait une demande de mise en conformité, tout est étayé. C'est-à-dire qu'on sait où ça pêche, on sait ce qui convient pas. Et après, à trouver les bons partenaires pour corriger les problématiques. Mais il y a des équipes techniques au sein de la CNIL qui peuvent accompagner et qui sont conseillées. Donc, c'est vrai qu'on parle souvent de la CNIL et puis des autorités de contrôle comme étant des outils pour sanctionner. Pour le moment, en Europe, on est encore des outils d'accompagnement et de pédagogie. Ils mettent en place beaucoup de choses. On va dire qu'avec ce qui ressort, avec les plaintes qui peuvent être déposées, là aussi, ils orientent les outils pédagogiques en fonction de l'actualité, en fonction des besoins. Ils font des outils très, très simples. Mais alors, dans le sens pédagogie, eux, ils ont compris ce qu'était qu'adapter sa communication pour des personnes qui n'ont pas de directeur informatique, pour du particulier aussi. Parce que on oublie. En fait, il faut savoir que la protection des données, c'est pas que ce qui est numérique, c'est les données de manière générale, même les données papier. Donc c'est vraiment dans leur globalité. C'est les données personnelles, mais il faut savoir que des données, là on parlera de l'anonymisation, de la pseudonymisation, parce que là aussi en santé, on est très concerné. Mais il faut savoir que le particulier est concerné et notamment ceux qui ont pu se faire piéger, c'est les loueurs. Et quand on fait un contrat de location, on collecte de la donnée et en plus de la donnée sensible parce que c'est vrai qu'on demande des cautions, on demande des garanties et donc on peut avoir des bulletins de salaire, on peut avoir des feuilles d'imposition. Eh bien là, il y en a beaucoup qui en avaient rien à fiche et qui stockaient ça et qui échangeaient tout avec leur adresse Gmail, qui gardent ça sur leur ordinateur parce qu'en général on envoie par pièce jointe les documents à notre propriétaire. Oui, vous savez, il y a moins de risque de fuite si vous l'envoyez par la poste parce que la poste ça marche encore bien quand même. Et d'envoyer les justificatifs par courrier. Et puis, on va dire que lui, il aura moins de problèmes parce que si vous lui envoyez par mail, il y a forte chance qu'il le garde dans son ordinateur qui est pas sécurisé et qui, voilà. Alors que si c'est papier, il faudrait quand même venir le cambrioler et vouloir accéder à ces dossiers de contrat de location. Et je pense que c'est pas ce qu'on cherchera en premier. Oui. Très intéressant. J'ai amené un point justement, puis ça, comme Québécois, je trouve ça très différent. La France accompagne énormément à travers la CNIL, à travers l'ANSSI, qui fournit beaucoup de documentation justement pour aider les entreprises, aider les particuliers. Et il y a même des registres d'entreprises pour aider ceux qui ont de la difficulté ou qui auraient rencontré un incident ou ainsi de suite. Donc ça, je trouve ça très intéressant. C'est un peu manquant de ce côté-ci de l'Atlantique où on laisse plus les gens eux-mêmes, arrangez-vous, puis bonne chance, puis on se revoit devant le tribunal si vous faites pas ça bien. Donc c'est un peu compliqué. J'aime beaucoup ça. Mais effectivement, ça ramène beaucoup de contextes différents et ça change beaucoup de nos habitudes aussi. Là, tu mentionnais le Gmail, ce genre d'éléments-là, ça change beaucoup parce qu'on va prendre la facilité, on prend ce qu'on utilise à la maison. C'est aussi ce que les gens oublient, surtout dans les TPE puis les PME. On va tendance à utiliser beaucoup ce on voit à la maison, ce que on appelle le beau-frère ou le machin qui, lui, dans son sous-sol, a fait un site web, puis il semblerait super bon, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne dans une entreprise. Et la réalité, elle est tout tard. Donc, oui, Gmail, mais non, c'est pas bien. Dans la question, son ProtonMail, si on veut vraiment aller dans un contexte d'un courriel plus grand public, mieux sécurisé, disons, là. Alors, il faut savoir que la CNIL met à disposition et c'est libre de droit. Par contre, il faut toujours dire que c'est des outils, qu'on s'est inspiré de la CNIL, parce que les documents et c'est accessible de chez vous. Vous pouvez y aller. L'ANSSI aussi. Donc notre Agence nationale de sécurité des systèmes d'information met beaucoup d'outils, mais il y a quelques outils pour les entreprises. Mais on va dire que c'est surtout des outils
pour les administrateurs de réseau et pour les RSSI et toutes ces personnes-là, parce qu'ils vont avoir beaucoup de documentation, beaucoup plus technique, et qui va pouvoir servir pour tout ce qui est homologation SSI. Donc, et ils mettent aussi à disposition des systèmes libres de droit, de cloud ou de choses comme ça pour pouvoir améliorer son fonctionnement interne. Donc, ils mettent des outils à disposition, mais aussi des outils techniques et beaucoup de documentation. Mais on a aussi cybermalveillance.gouv.fr. Donc, la gendarmerie nationale qui fait ce site cybermalveillance maintenant en lien avec l'ANSSI, parce que toutes les agences sont maintenant, pour tout ce qui est sensibilisation, c'est cybermalveillance qui va intervenir. Mais là, vous aurez aussi des retours d'expérience en fait d'entreprise, parce que avec tout ce qui a été hameçonnage et rançonnage pendant la crise Covid, le télétravail a fait qu'il y a eu beaucoup plus de problématiques de fuite de données. Là, ils ont un retour d'expérience et ils partagent des situations, comment ça s'est passé dans l'entreprise. Donc, on peut avoir des témoignages sur étape par étape comment s'est déroulée l'attaque, qu'est-ce qui a déclenché l'attaque, comment ils ont vécu les choses et de savoir comment en fait ils ont réussi à stopper l'hémorragie, à pouvoir repartir et rebondir. Donc, pour tout ce qui est après la résilience des organisations, pour améliorer ces politiques de sécurité interne, c'est intéressant. Mais à chaque fois, on en revient sur la problématique du facteur humain. À chaque fois, on en revient sur la problématique de la méconnaissance en fait du fonctionnement du réseau, de Internet, comment ça marche, des données, comment elles sont échangées. Et c'est pour ça qu'en fait, on continue sur la pédagogie. C'est que pour le moment, on ne peut pas prendre de bonnes décisions parce que pour le moment, on n'est pas suffisamment éduqué en tant qu'utilisateur ou en tant que décideur. D'où encore les bêtises. Parce que dans les décisions bêtises, ce serait pour moi, notamment pour les pouvoirs publics et pour les chefs d'entreprise, c'est de tout miser sur la partie technique. C'est-à-dire, je finance en sécurité que la partie technique. Il est nécessaire de sécuriser la technique, mais à un moment donné, de négliger l'éducation de son personnel et de ses équipes, pour moi, c'est beaucoup plus grave. Parce que tant que les comportements ne seront pas corrigés et tant qu'on n'aura pas conscience qu'on fait mal, on va continuer à mal faire et on va continuer à cliquer où il faut pas. On va continuer à tout ce que j'appelle en fait ces menaces non intentionnelles, c'est à faire la bourde qu'il fallait pas. Mais le problème, c'est que j'ai pas conscience que j'ai fait une bourde, donc j'ai pas remonté l'information comme quoi j'ai fait une bourde. Donc en fait, on corrige pas la faille. Et donc, en fait, la faille, c'est comme un robinet. Tant que le robinet il est ouvert, en fait, on perd. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut vraiment travailler sur les deux côtés. La technique, donc tout ce qui va être le côté matériel, mon système d'information, l'architecture, les mots de passe. Et puis, attention aux mots de passe trop à la con, c'est le meilleur moyen de les trouver affichés dans le dos ou sur des post-it ou dans des petits carnets. Et puis voilà. Attention aux droits utilisateurs trop restreints sur les logiciels, parce que c'est comme ça qu'on fait des extractions qu'on fait transférer à tout le monde. Parce que là aussi, on ne veut pas créer 15 000 profils utilisateurs, mais il faut autant de profils utilisateurs qu'il y a de cas d'usage du logiciel. Et je sais que c'est contraignant au départ, mais bien penser son système d'information, bien le concevoir, prendre du temps au départ. Donc l'Allemagne est plus douée que la France pour prendre du temps au départ. Mais en tout cas, ça éviterait beaucoup de bêtises. Arrêter d'accabler l'utilisateur final, parce que lui, il est responsable que des moyens qu'on lui donne. Donc je rappelle que si on l'a pas formé, en tout cas pour nous en Europe, un utilisateur non formé n'est pas responsable de ses actes. Donc, à un moment donné, qui est le responsable de la mauvaise formation de son personnel? C'est l'employeur. Donc c'est un peu con de se tirer une balle dans le pied. Il faut savoir que le défaut de formation de son personnel, c'est considéré comme une faute de gestion chez nous. Qui dit faute de gestion dit responsabilité personnelle du dirigeant. Et donc, ça veut dire qu'en cas de pépin, l'entreprise et les actionnaires ou les administrateurs pourraient se retourner contre lui et lui demander de financer à titre personnel les pertes.
De ce côté-là, puis c'est là où je vois puis comprendre parce que à quel point le RGPD a modifié depuis, en fond, depuis 2016 que c'est supposé être là. C'est en action depuis 2018. Est-ce qu'en 2021, on est rendu avec un état où les gens ont compris ça, où il y a encore, comme on voyait avant, dans le fond, une certaine forme de je me cache, pas grave, ça se verra pas, il y a personne qui va venir m'achaler avec ça. Et justement, ces pénalités-là, est-ce qu'ils ont vraiment fait peur aux dirigeants ou finalement c'est juste comme ce que ça se faisait avant, puis c'est pas grave? Alors, avec le RGPD, des fois, il y a une incompréhension des personnes. Il faut savoir qu'un particulier ou une entreprise qui aurait eu un problème sur ses données, il faut justifier. On peut se rendre compte qu'il y a une perte, mais ne subir aucun préjudice au premier abord. Si on n'a pas de préjudice, on ne peut pas être indemnisé, il n'y aura pas de procès. En revanche, il y aura l'amende et la CNIL peut sanctionner. Donc, en fait, il y a un éveil. Alors, maintenant, la problématique, c'est l'éveil. Est-ce que c'est des associations de consommateurs ou des associations d'utilisateurs plutôt que du particulier? En fait, la CNIL nous dit qu'avant le RGPD, elle pouvait avoir entre 4000 et 6000 demandes par an et signalements par an de violation de données. Maintenant, en 2020, puisqu'elle a rendu son rapport en début d'année, en 2020, elle a eu plus de 121 000 demandes et signalements. Donc, sur ces 121 000 et quelques signalements, il y a eu 2825 notifications de violation de données. Et sur ces 2800 notifications de violation de données, il y en avait plus de 500 qui étaient liées à du rançonnage. Donc finalement, on se dit, les violations de données, c'est autre chose. Et quand on regarde de plus près quel type de sanction, ça va être non-respect des règles de sécurité. Ça va être les cookies qui sont abusifs ou parce que la personne est mal informée, donc elle n'a pas pu se protéger. Donc ensuite, la CNIL a fait 247 contrôles. Un contrôle de la CNIL, on reçoit un courrier et on sait que dans les 48 heures, elle arrive et elle va demander à voir certaines choses. Donc 247 contrôles et il y a eu 49 mises en demeure. Donc ça veut dire quand même que sur les contrôles, ça se passe relativement bien. J'ai assisté à un contrôle de la CNIL et ce qui les intéressait, c'était la sécurité des données et l'accès aux droits des personnes et comment on les informait. Donc cette fameuse information, il faut savoir aussi, alors il y a des petits malins qui disent, alors méfiez-vous parce que le copier-coller des mentions légales des sites internet des uns et des autres, alors déjà il y en a qui n'ont pas été doués sur leur site internet, hein. Donc attention à ce qu'on trouve. Après, il y en a d'autres qui disent, bon, je vais mettre à ma sauce, mais faites attention, hein, parce que si ça ressemble trop, il y en a qui sont protégés par des droits d'auteur. Donc attention au copier-coller parce qu'il y en a qui savent qu'ils ont pris le temps de rédiger des belles clauses ou qui ont financé des juristes pour avoir de belles clauses et des belles mentions qu'on est obligé d'afficher. Mais attention aux droits d'auteur. Donc parce que là c'est con de se faire piéger parce qu'on a un site internet qui ressemble et que les clauses sont carrément, il y a des jolies clauses, hein, il y a des grandes entreprises où on sait que c'est fait proprement. Faites juste gaffe quand vous recopiez parce que si on peut autofinancer nos juristes en portant plainte, on peut se rembourser de ce qu'on a dépensé. Hein. Donc faites gaffe sur les droits d'auteur. Là, la CNIL a annoncé, parce que c'est pareil, hein, elle est gentille, elle annonce en disant « Voilà mes points de vigilance pour l'année future ». Donc les actions, on sait que c'est les données de santé, parce que les applis Covid, on a eu ça a été un peu la fête du slip de la data. Hein. C'était pas super propre. En fait, il suffisait de regarder qui était dans les partenaires pour comprendre qu'en fait, la data, elle ne va pas être utilisée qu'à des fins d'intérêt public. Ensuite, la recherche médicale, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'appels à projets liés au Covid et qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup d'entreprises qui se sont lancées pour tenter des choses dans le cadre de la recherche médicale. Mais attention, avec les données de santé, on ne fait pas n'importe comment. Et la recherche médicale, c'est soumis à déclaration auprès de la CNIL et il y en a qui n'ont pas respecté les procédures.
Alors, il faut savoir que quand on va chercher des financements en recherche, maintenant au niveau européen, parce que je le dis et je vous le précise parce qu'il y a des partenariats avec le Canada sur ces thématiques de recherche. Et en fait, on doit montrer patte blanche parce que, comme pour tout le monde, quand on a mal collecté les données et qu'on n'a pas respecté les droits des personnes, les données ne peuvent pas être utilisées. Donc ça veut dire que pour un doctorant, la thèse ne pourra pas être soutenue, elle ne pourra pas être publiée, donc c'est 3 ans de perdu. Potentiellement, c'est rembourser le financeur, parce que lui, il a financé, mais pour que le projet de recherche soit réutilisé par d'autres, c'est pour enrichir la connaissance partagée. Donc comme là, la connaissance ne pourra pas être utilisée parce que les données n'ont pas été collectées correctement, donc potentiellement, ça veut dire rembourser les sommes perçues. C'est une perte aussi de réputation pour les laboratoires ou les personnes concernées. Donc, faites très attention dans la recherche. Ensuite, on a toujours cette possibilité de protéger. De toute façon, on doit envoyer une politique de gestion des données dans le cadre des sciences ouvertes où la protection des données personnelles est faite et où en plus, on doit avoir les numéros de déclaration faits auprès des autorités de contrôle des données. Donc, les Canadiens, à partir du moment où vous utilisez des données d'Européens, il faudra faire des déclarations comme quoi vous avez utilisé ces données et faire les déclarations auprès de l'autorité. Et d'ailleurs, il y a toujours un référent européen quand il y a un hors européen dans des projets de recherche, et c'est ce référent européen qui devra faire les démarches auprès de son autorité de contrôle. Mais méfiez-vous, parce que vous serez contrôlé, c'est pas parce que vous êtes hors Europe que vous serez pas contrôlé, puisqu'il y aura du financement européen. Ouais, effectivement, ça, c'est un peu la méconnaissance ici, puis je connais des personnes qui font de la sensibilisation au Canada, du moins, pour aider les entreprises à justement se familiariser avec ce contexte-là de différence. On parle aussi beaucoup d'équivalence. À la réaction, la loi n'est pas là, mais si le projet de loi est adopté, qui, en tout cas, à bien des égards, similaire au RGPD, est-ce qu'il y a des notions d'équivalence dans le RGPD qui conçoit que d'autres pays ont des régimes réglementaires équivalents, puis justement facilite un peu ce qui s'ensuit? En fait, dans les relations avec les entreprises hors Union européenne, puisque c'est ce qu'on appellera le transfert hors Union européenne, dès qu'on est en partenariat, on va dire que le fait que l'entreprise et que le pays soit d'un pays qui a mis en place des règles qui sont équivalentes au RGPD, on va dire qu'il y aura une présomption du fait qu'on a respecté et on aura les clauses, c'est-à-dire qu'on nous demande de prendre des garanties, nous en tant qu'entreprise européenne ou structure européenne, de prendre des garanties comme quoi le transfert de données qu'on va faire est au même niveau de sécurité pour les données personnelles que ce que propose l'Europe. Donc à partir du moment où vous avez une loi équivalente, nous on va dire on envoie vers un pays qui est soumis à telle loi et on vous demandera en quoi vous êtes conforme à cette loi. Et à partir du moment où on a comme quoi vous êtes conforme et vous dites que vous êtes conforme à la loi, parce que nous on voit, on a des choses à faire, on a des documents à présenter. Vous aurez aussi ces documents à présenter. En fait, il faudra les mettre à disposition de votre interlocuteur parce que lui, il doit s'assurer d'eux. Donc pour s'assurer d'eux, il va vous les demander. Vous les fournissez. Parce que nous, on le voit, sur tous les contrats, c'est des choses, la clause sur les données personnelles, on vous demande de nous donner les justificatifs. Maintenant, avec les Européens. Et après, ça se passe bien. Donc, il n'y a pas de souci. Et après, il y a des règles, c'est le Japon qui a fait ça. Il a présenté tout un dossier et finalement, on sait que si c'est avec le Japon, il n'y a pas de souci. Puisque c'est le niveau de sécurité équivalent à l'Europe. Ce qui va être magique au Canada, c'est que chaque province est autonome, donc on a un régime qui permet la donnée personnelle est de régime provincial. Le fédéral va en sortir un au niveau pas canadien, mais ça va être intéressant. Puis comme au point de vue américain, on est à peu près dans le même contexte où chaque État américain a son régime réglementaire, la Californie étant vraiment en avance, et certains autres États, mais c'est très peu uniforme dans l'ensemble, et considérant les lois au sens américain au large, qui sont justement au niveau du renseignement, qui sont les Européens, on saura quelle province nous plaît le plus et avec lesquelles on aura moins de problèmes, parce qu'on sait que sur un plan de données, on aura moins d'emmerdements, donc ça devient un moyen de différenciation commerciale. J'ai la province qui sécurise le mieux, et ça devient un argumentaire de différenciation, donc à vous de faire du business avec, mais et de bien mettre en avant comme quoi vous êtes
mieux. Parce que mais c'est ça, on vient dans un univers où le fait d'avoir une protection de la vie privée devient un élément de différenciation commerciale intéressant. Et ça, j'espère que ça va donner de plus en plus majeur, puisque c'est là où on va être capable d'avoir un effet réel, global et mondial sur la protection, parce que si chaque partenaire oblige, on est capable de commencer à monter tranquillement le niveau pour tout le monde va en bénéficier, là. Alors, nous, ce qu'on constate avec le RGPD au niveau européen, c'est que finalement, ça a permis d'affirmer une éthique parce que ça a été rééquilibrer la relation entre l'utilisateur et le client, en fait, et le prestataire informatique. Ça a permis, en fait, de pouvoir dire, comme la personne, elle doit comprendre ce qu'elle décide, elle doit comprendre, être en capacité de prendre ses décisions. Du fait de la transparence et de l'information, on lui rend son libre arbitre et son esprit critique. Donc, derrière, on a dit, tiens, ça met une éthique des affaires qui est intéressante. Et finalement, ça devient pour l'Europe un moyen aussi au niveau mondial de pouvoir dire, nous, on a mis en place les produits européens sont des produits qui, vu nos normes, sont éthiques. Je mets ça entre guillemets. Ensuite, derrière, on a dit, puisqu'on a vu qu'on a réussi à s'entendre et que finalement, on arrive à se mettre en place et à gérer ça au niveau européen, maintenant, on travaille beaucoup. On va parler de souveraineté européenne et sur des projets numériques et notamment sur l'harmonisation des réglementations parce que au niveau européen, on finance beaucoup de projets, donc on finance beaucoup de recherches au niveau européen. Donc, on a dit, les financeurs deviennent les moyens de levier pour passer à la norme. C'est-à-dire que si on ne garantit pas qu'on respecte la norme, on n'a plus les financements. Donc, ça devient la carotte avant la sanction. C'est tu veux un financement, tu montres pas de blanche. Et maintenant, en fait, on allait plus loin. C'est-à-dire que maintenant, les nouvelles directives par rapport à l'intelligence artificielle se basent sur cette transparence. Et aujourd'hui, on arrive avec l'explicabilité des algorithmes. On demande aussi comment on protège par rapport à des biais humains et des biais cognitifs les algorithmes. Donc, comment nos intelligences artificielles, finalement, vont être respectueuses des personnes. Et le RGPD, d'ailleurs, le dit. Un traitement automatisé, parce que le but aussi des algorithmes, c'est d'automatiser les choses. Eh bien, quelqu'un qui aurait pu avoir ses droits spoliés parce que on n'a pas anticipé tous les cas dans le paramétrage de l'algorithme, il peut demander à ce qu'une personne humaine gère son dossier. Donc là aussi, c'est des choses intéressantes. Effectivement. Et là, tu as parlé de la souveraineté des données. D'un point de vue européen, j'imagine que la RGPD met la frontière de la souveraineté au sens au bloc européen et non pas juste de façon nationale. C'est ce que j'en comprends. Ça dépend des sujets. Il y a des sujets de souveraineté et en fait, tous les sujets liés à la sûreté nationale restent hors RGPD parce que ça appartient aux États. Et après, tout ce qui est économique, on va parler parfois de souveraineté nationale, mais la souveraineté européenne est privilégiée parce que de toute façon, le financement en général est européen. Donc, suivre l'argent est pas mal la façon de voir comment les frontières s'appliquent. c'est très efficace. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai parlé du nombre de contrôles, mais il n'y a eu que 14 sanctions et 11 amendes. Bon, il y a eu 11 amendes, mais ça représentait 180 millions d'euros. Mais bon, la moitié de l'amende, c'est Google. Ouais, c'est ça, c'est sur la base du chiffre d'affaires. Donc, si c'est un gros joueur, c'est sûr qu'il va être plus salé et plus intéressant. Pour l'État aussi, jusqu'à un certain point, parce que ça tombe quand même dans les coffres de l'État, ces amendes-là. Mais oui, c'est intéressant que ces grandes compagnies-là du GAFAM, soient un peu conscientisées à l'importance de ça, puis que ça se répercute sur l'ensemble. Je sais que Microsoft, à certains égards, s'est opposé ou était un peu en porte-à-faux au RGPD au niveau, il était un peu mal à l'aise, disons ça comme ça. Pas que Microsoft, Google aussi, puisque c'est Google qui a été condamné. Microsoft, le problème, c'est que Microsoft est une boîte américaine, donc nous, on a toujours le problème de la souveraineté. Et sur des données médicales, il y a eu tout le débat sur le Data Health Hub, donc notre gros data center de données médicales qui devait servir pour la recherche.
ça n'a pas trop plu au départ que ce soit pour Microsoft. Donc, l'Union européenne a demandé à la France de se débrouiller sans Microsoft. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord que pour des ressortissants européens, ce soit une entreprise américaine qui ait la gestion, en gros, de ces deniers. Ce qui est compréhensible, mais de toute façon, ces grands contrats-là, puis on l'a vu même aux États-Unis, on l'a vu, le grand contrat de l'armée, de la défense américaine a été cassé par vice de procédure. Le fameux Jedi s'est trouvé sans épée finalement parce que il a malheureusement court-circuité certains processus d'acquisition dans lesquels ont été contestés. Et là, c'est là de voir les jeux qui se font entre ces différents joueurs-là et comment ça se fait. Puis même encore là, Microsoft a un cloud qui est spécifique pour la défense américaine, ce qui est un cas rare, comme pour l'Allemagne aussi d'ailleurs. Il y a un code qui a en fait leur propre cloud de Microsoft juste pour l'Allemagne, ce qui, je pense, va devenir de plus en plus important dans l'ensemble de l'univers que quand on regarde les lois qui concernent l'accès aux données en fonction des prérogatives des pays, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que si on fait du commerce international, on a intérêt à avoir un serveur pour nos clients dans chaque zone géographique, parce que au moins on dit, si vous scannez, vous trouvez que ceux de votre zone. Puis après, il y a des pays qui se protègent. Il y a qu'à regarder les règles russes. Ouais, ben, la Russie est un cas particulier au sens où ils sont en train de développer leur propre Internet, le RUNET qui est en train de se créer, qui va être un effet très intéressant à regarder sur l'ensemble, en tout cas, voir sur la cyberdéfense, comment ça va avoir comme impact, parce que ça va en même temps couper tous les belligérants russes ou les criminels russes qui attaquent le restant du monde vont avoir moins d'accès aux infrastructures des autres et vice-versa aussi, c'est-à-dire qu'ils se protègent dans ce cas-ci, probablement des Américains majoritairement contre de l'espionnage. Est-ce que c'est les Russes qui se protègent des autres? Est-ce que ça empêcherait les Russes d'aller voir les autres? Parce que peut-être que ce sera plus dur de rentrer chez eux, mais eux, peut-être qu'ils peuvent toujours autant sortir. Disons, l'expérience va nous permettre de voir, constater comment ça va se transformer dans le temps, comment le régime réglementaire et russe est d'ailleurs très particulier parce qu'il oblige tous les fournisseurs Internet à un certain nombre de prix de vie privée là, par rapport à comment occidentaux, comme on est habitué de percevoir la vie privée. Eux la brisent littéralement en obligeant le rapport des informations à l'unité centrale d'espionnage russe. Mais en tout cas, il y a une chose qu'on avait constatée au tout début où on a eu le RGPD, c'est que certains sites américains, c'était surtout les Américains, en fait, n'étaient plus accessibles pour les utilisateurs européens. Et ils nous ont dit que comme en fait, on n'avait pas des règles de réciprocité et tout, en fait, nous, en tant qu'Européens, parce qu'eux, ils collectaient les cookies et tout, et plutôt que de se mettre en conformité, ils nous bloquaient l'accès. Donc, il faut savoir que les cookies sont toujours des choses... D'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est un des axes prioritaires. Parce que c'est vrai qu'on dit « Oh, ça va, ça apprend pas trop de choses sur moi ». Si, ça apprend toutes nos habitudes de notre quotidien et tous nos déplacements et tout. Donc, c'est très intrusif sur la vie privée. Et ça, les personnes le sous-estiment. Et est sortie une publicité qui est très drôle, parce qu'en fait, ils ont représenté les cookies comme étant des agents de renseignement, et on a le citoyen qui est en train de se promener et d'errer dans la ville, et qui, avec son smartphone, et qui surfe sur son smartphone, et qui déclenche ses applis, et à chaque fois, il y a des agents qui viennent et qui le suivent, et qui le suivent à la maison, qui le suivent partout, et il se rend compte qu'en fait, il peut même plus s'asseoir dans son canapé tellement il y a de monde chez lui. Et en gros, c'est est-ce que vous voulez garder votre vie privée, et c'est pour apprendre à refuser les cookies et comment gérer le refus en fait d'être suivi. Et après, au fur et à mesure où il va faire les clics pour sécuriser sa vie privée et sa navigation, finalement, les gens disparaissent de son environnement. Et finalement, c'est très imagé. Mais j'ai dit, tiens, ça y est, ils ont franchi le pas, et cette publicité, j'ai trouvé rigolote. Et j'ai dit, tiens, maintenant, on va se poser la vraie question des cookies, parce que pour le moment, le cookies, c'était tellement associé au biscuit pour les Français qu'en fait, on avait un petit problème. Ils pensaient que c'était pour marmiton.com, mais en fait, non, je t'explique, ça n'a rien à voir avec la cuisine. Mais c'est là maintenant, c'est des agents de renseignement qui te suivent partout et qui t'épient.
Mais c'est très intéressant comme image, puis effectivement, c'est ça. Puis en même temps, on voit comment Apple est en train de modifier le paysage, probablement à son intérêt commercial aussi, de toute façon, parce que là, faut pas se leurrer, c'est quand même des entreprises qui sont là pour faire de l'argent. Fait que le fait qu'ils bloquent davantage les cookies, parce que c'est vraiment rendu pénible de naviguer avec un iOS, parce que on remarque que les sites trichaient, utilisaient des cookies pour passer, et comme là, ils passent plus, ben, le service cesse de fonctionner. Fait que c'est assez agaçant. J'imagine que les compagnies vont s'adapter à ça. Mais c'est justement, fondamentalement, il y a beaucoup moins d'agents qui nous suivent sur les dernières versions du iOS, ou minimalement. Sans être parfait, c'est quand même un début. Je sais qu'Apple fait beaucoup de presse là-dessus, fait du virtual signaling. Fait que si nous autres, on est meilleurs, on fait ça. Fait que les autres, ils ont vu le marché commercial de protéger ça. Puis même en iOS 15, il ajoute du Tor automatique, il ajoute une panoplie de choses qui sont assez fascinantes que j'ai hâte de voir creuser, puis quand ça va être testé, quand ça va sortir à l'automne de façon plus importante. C'est intéressant. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant parce qu'au niveau du GAFAM, Apple ne joue pas dans le milieu commercial, il ne joue que dans le consommateur. Donc, c'est un autre élément très intéressant. Puis comme un joueur comme ça qui a des centres de données européens, j'imagine, mais qui ne vend pas aux entreprises, qui ne loue pas de services aux entreprises, comment ça se vit dans un monde RGPD? Parce qu'il est pas comme les autres. Alors, ce qui est drôle parce que au niveau de la CNIL, ils ont sorti un article et une revue sur la protection des données, et ils avaient fait une revue sur le Quantify Self. Parce que finalement, le Quantify Self, tant que les données sont qu'avec moi-même, on fait ce qu'on veut. Le RGPD joue à partir du moment où je partage l'information. Mais les industriels et les fournisseurs de solutions qui sont que pour moi-même et que je partage qu'avec moi-même, sachant que moi-même peut être vaste dès lors que je partage avec Internet, et qu'il y a Internet dans la boucle, pour moi c'est là où il y a un petit bug dans le système. Mais bon, et en fait, en préface de leur revue, ils ont mis un extrait d'un ouvrage d'une ex-salariée d'un GAFA qui raconte son intégration dans l'entreprise, où on lui a mis à disposition la montre connectée, la balance connectée, l'ordinateur, le smartphone. Elle avait la totale. Elle était super contente. Elle a dit, ouais, je suis super bien accueillie et tout. Voilà, la cafetière connectée, tout était connecté. Elle avait tous les gadgets. Mais au final, elle s'est rendue compte que elle vit sa vie et tout. Puis la balance connectée, voilà, elle a pris du poids. Donc, elle arrive dans l'entreprise et sa montre vibre quand elle est devant l'ascenseur en lui disant, ce serait bien que tu prennes les escaliers, vu que tu as grossi. Oh là, c'est bien là, ça. Voilà. Après, c'est donc, elle n'est pas d'une extrême bonne humeur. Et donc après, dans l'après-midi, son manager vient la voir et puis lui explique, écoute, en fait, faudrait que tu sois plus souriante parce que ça joue sur l'environnement de tes collègues. Parce qu'il y a un système aussi de flicage via des smileys. Et en fonction des gens qui tirent la gueule, on devait évaluer aussi notre environnement et tout. Et donc, en fait, le manager avait été prévenu. Et finalement, on est dans un épisode de Black Mirror, là, que littéralement, là, on a carrément le petit chose en dessous de notre tête qui donne un score de bienséance et de civilité, puis de... Oh là! Accessoirement, quand on voit comment ça se passe en Chine, ça ressemble beaucoup à ça avec tiens, c'est un mauvais payeur, et puis quand on appelle la personne, on a ça avant qu'elle décroche, on a faites-lui la leçon parce que c'est pas un bon payeur, il a pas payé ses factures. Ou quelqu'un qui est en retard ou qui passe pas sur le passage clouté quand il faut, on va lui interdire l'accès au train parce que on va bloquer son abonnement parce que c'est pas un bon citoyen, parce qu'il a pas respecté la règle. Donc, avec la tech, on peut faire plein de choses. Maintenant, est-ce qu'on veut de ces choses? Et c'est là où c'est vrai que la France est le pays des droits de l'homme. On n'arrête pas de nous le rappeler. Il faut savoir que le RGPD ressemble beaucoup à notre loi informatique et liberté de 1978. Pour ça que ça me fait rire quand je vois les Français qui s'offusquent du RGPD. Et je leur dis, ouais, mais attendez, vous êtes Français, je vous signale que c'est depuis 1978 que ça doit s'appliquer. Et quand on voit certaines entreprises du numérique qui disent, je vous ai livré une solution en 2017, et en 2018, ils vous disent, pour mettre en conformité au RGPD l'application santé que je vous ai développée, il faut mettre un module en plus, et donc c'est 90 000 €. Et on dit, alors je t'explique juste, c'est que ça devait déjà être conforme à la loi de 78. Donc, ça veut dire que tu n'as pas protégé les données médicales
en 2017, ça veut dire que tu as livré quelque chose qui est pas conforme, mais tu es juste magique parce que tu viens de me mettre par écrit. Et en plus, le règlement européen, il avait été publié en 2016. Donc ça montre à quel point tu es de mauvaise foi. Donc t'es juste un petit génie. En plus, le prix, il est quand même abusif. Bon, bref, lui, il a eu carton plein, hein, ça lui a coûté très cher parce que finalement, il a même dû payer celui qui a dû rétablir et corriger parce que le client n'était pas en capacité de comprendre ce qui s'était passé. Et ça, merci, mais c'est le RGPD et l'étude d'impact sur la vie privée, vu que c'était des données de santé. Donc, il y avait une étude d'impact sur la vie privée qui était faite à faire, et c'est en faisant l'étude d'impact sur la vie privée de mon client, que j'ai trouvé que les schémas fonctionnels étaient quand même pas très sécurisés. Et au final, il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je fais, en gros, ça veut dire que toute personne qui se connecte en même temps sur la plateforme, c'est comme si la consultation avait lieu dans la salle d'attente et qu'il y avait juste un rideau pour protéger la confidentialité de la consultation. Donc, il m'a dit, ah oui, c'est pas bon. J'ai fait, c'est ce que veut dire ce schéma. Et voilà, lui, il n'avait pas compris le schéma fonctionnel. Et c'est là où on dit, le RGPD dit, vous n'avez pas fait la bonne information parce que vous n'avez pas fait votre obligation déjà de travailler proprement. Vous n'avez pas renseigné le client. Vous n'avez pas fait les mises en garde parce que c'est de la donnée de santé. Donc, vous avez des obligations pour que lui, il ait les bonnes pratiques. Donc, vous êtes défaillant. Et puis, comme en plus, il a fait une relance pour être payé pour mettre en sécurité les données, on a dit, mais t'es juste magique, quoi. Enfin, bref. Moralité, il faut pas être débile parce que sinon, de toute façon, on a un adage en France, on dit, le droit protège pas les imbéciles. Mais voilà. Donc, il le sait parce qu'il l'a bien testé. Ah, elle est excellente celle-là, mais oui, les gens sont purs imbéciles. On va terminer avec une dernière question peut-être plus large sur le RGPD. Toi, est-ce que tu as perçu une modification réelle des habitudes des gens ou et puis là, tu fais même référence que la loi, l'ancienne loi, la loi qui a précédé le RGPD encadrait déjà majoritairement ce qu'on trouve dans le RGPD maintenant. Est-ce que cette espèce de conscience collective a eu un effet réel où certaines entreprises ont préféré payer la pénalité plutôt que de mettre l'énergie de se conformer à ces règles-là? Alors, le problème, c'est que les entreprises qui ont eu à payer la pénalité dans le cadre d'un rançonnage, par exemple, non seulement elles doivent signaler qu'il y a eu une atteinte aux données, mais derrière, il y a la CNIL qui regarde et qui dit « Ah oui, mais vous n'avez pas respecté le RGPD, donc double sanction, parce qu'en gros, il faut subir l'attaque et après, il faut payer la pénalité à la CNIL. » Donc, si on veut pas de la double peine, après, la problématique aussi, c'est le non-respect de l'état de l'art en matière de sécurité. Ça fait perdre aussi un point réputationnel. Donc maintenant, en fait, comme il y a peu d'entreprises qui aiment passer pour des quiches et perdent en crédibilité parce que derrière, les concurrents, ils se placent. Moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est que les entreprises qui ont fait la démarche de se mettre en conformité, il ne faut pas oublier que nos outils sont mis à disposition gratuitement par la CNIL sur Internet pour se mettre en conformité. Donc, les entreprises, une fois qu'elles ont compris ce qu'on attendait et comment on remplissait les documents, c'est cette prise de conscience collective, en fait, c'est de se rendre compte que finalement, ils collectaient peut-être trop de données, qu'ils n'avaient pas besoin de tout ça. Et le principe de minimiser la collecte, ils l'ont vraiment compris. Et en plus, quand on leur dit, quand tu commences à supprimer, parce que oui, tu effaces jamais la partie numérique, oui, parce qu'il y a ce qu'on garde en production, puis à un moment donné, la CNIL, elle dit, vous gardez 5 ans en production ou 3 ans en production et le reste, ça part en archivage numérique, mais en archivage. Donc, ça veut dire que c'est plus là. Et je fais, dis donc, ça rame vachement moins le système d'information, ça marche vachement mieux. Et finalement, en fait, il y a eu des effets collatéraux de cette prise de conscience. Donc, je collecte moins parce que finalement, on se rend compte que quand on fait l'inventaire des données collectées, on dit, mais ça, vous les collectez, pourquoi? Quel est le besoin? Parce que la CNIL, c'est ce qu'ils demande. C'est quel est l'intérêt d'avoir cette information? S'il n'y a pas d'intérêt, prenez pas le risque parce que plus vous stockez et plus vous devez garantir et plus ça coûte cher de sécuriser. Donc, limitez le stock et mieux vous vous porterez et mieux vous pourrez assurer la sécurité puisqu'il y aura moins d'informations à garantir et vous prenez moins de risques, il y a moins de surface. Donc, au final,
voilà, il y a une vraie prise de conscience. En même temps, c'est aussi un côté de responsabilisation parce que cette transparence oblige à voir. Et quand on nous demande de mettre en place un registre, ça oblige à écrire. C'est pour ça que je sais que quand j'accompagne, il y a des gens qui font à la place d'eux. Moi, par rapport à mes clients, je les rends autonomes. Je fais pas à leur place. Je leur explique comment ça marche. Je les accompagne. Je relis, je corrige, je leur explique. Mais pour moi, ils doivent être autonomes. Après, s'ils ont besoin sur un cas particulier et tout, ils savent que je suis là. Mais pour moi, il faut qu'ils comprennent, puisque le but, c'est de la prise de conscience de ce qui se passe pour avoir les bons réflexes. De la même manière, plus ils prennent conscience et mieux ils maîtrisent, mieux ils sauront répondre aux questions des usagers qui vont demander l'accès à leurs données. Et des fois, on doit expliquer, non, j'ai une mission d'intérêt public, donc vous ne pouvez pas sortir vos données de ma base de données. Par contre, je vous contacterai plus, ou voilà, sur du dépistage du cancer, par exemple. Il y a des personnes qui demandent à être sorties des dossiers et on leur dit non parce que c'est une mission de service public. Donc voilà. Mais en tout cas, là où ça pêche encore, c'est tout le milieu associatif qui est soumis au RGPD et qui s'en rend pas compte. Et les particuliers qui peuvent être amenés à gérer des données parce qu'ils vont faire de l'allocation, parce que voilà, à un moment donné, ça ne concerne pas que les entreprises et ça ne concerne pas que ce qui est sur Internet. Très intéressant. Très intéressant. De toute façon, c'est une prise de conscience globale. De toute façon, ça devient mondial comme prise de conscience. Soit tant que les Américains vont finir par comprendre les choses comme le restant du monde occidental, minimalement pour réussir à rehausser le niveau du jeu. Très intéressant. On va sûrement revenir sur ce sujet-là éventuellement parce que le RGPD est un élément dynamique. Puis ici, la loi autant québécoise, le projet de loi 64, autant que l'équivalent canadien sont en cours d'étude, donc vont finir par aboutir. Puis on va voir comment ça va se matérialiser dans le grand ensemble de la protection de la donnée, protection des éléments comme ça. Puis on va aborder dans un prochain épisode une autre panoplie de sujets très intéressants. Le RGPD et la conception, parce que l'air de rien, ça joue beaucoup sur la conception. Bon, les éléments de conscience sont très intéressants, puis probablement qu'on va l'aborder parce qu'avant de commencer l'enregistrement, on a abordé une panoplie de sujets de cette nature-là, fait qu'on va peut-être dorénavant enregistrer nos conversations préalables parce qu'il y a tellement de sujets très intéressants qu'on aborde à travers celles-ci qui seraient très intéressantes, peut-être de façon plus structurée que ce qu'on dit, et peut-être un peu plus censurée parce que quand même, il y a des choses qu'on peut pas divulguer. Oui, voilà, on va protéger aussi nos petits secrets. Donc, sur ce, à la prochaine. À bientôt.